L'influence en marketing est un sujet de fond pour les annonceurs en 2022. Je me suis entretenu avec Guillaume Doki-Tonon afin qu'il me présente, comme l'année dernière, l'étude Reach sur ce sujet. Cette étude a concerné cette année 600 interviewés professionnels du marketing, de la communication, du social media, avec un changement de poids puisque c'est la première fois que les annonceurs y sont interviewés. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, influence en marketing, le point de vue des annonceurs en 2022 avec Guillaume Doki-Tonon qui nous décrit l'étude Reach 2022 sur le marketing d'influence. L'idée et l'origine de la première étude Reach en 2017 était de faire la lumière sur les nombreux a priori sur les influenceurs. Non, tous les influenceurs n'ont pas 2 millions d'abonnés, ne gagnent pas tous des millions d'euros et ne parlent pas tous de mode ni de beauté. Il y en a même qui parlent de marketing et de B2B, n'est-ce pas ? En 2021, Guillaume nous disait que seuls 6% des créateurs de contenu gagnent plus de 20 000 euros par an. Il y a 150 000 influenceurs en France, moins de 500 d'entre eux sont des stars de la télé-réalité, et sur cela seulement, une cinquantaine vit à Dubaï. L'influence est donc un sujet sérieux qui sert les marques, ce sont les annonceurs interviewés qui nous le disent. Dans cette interview réalisée dans les locaux de Visionary Marketing, Guillaume Doki-Tonon a dispensé 3 conseils aux marketeurs désireux de tirer le maximum de bénéfices de l'influence en marketing pour leur marque. Premièrement, donner du temps au temps et ne pas croire que tout arrive tout de suite. Deuxièmement, l'influence en marketing est un métier de la donnée et il faut donc être équipé. Troisièmement, il faut choisir avec application les influenceurs avec lesquels vous voulez travailler et peut-être aussi ceux avec lesquels vous ne pouvez pas travailler. Je vous laisse maintenant en compagnie de Guillaume Doki-Tonon pour cette interview sur l'étude Reach du marketing d'influence en 2022 avec le point de vue des annonceurs. Eh bien, je suis avec Guillaume Doki-Tonon. Bonjour Guillaume, merci d'être passé nous voir chez Visionary Marketing. Bonjour Yann. Et comme l'année dernière, nous allons parler de ton étude sur l'influence, l'étude Reach 2022. Alors une étude qui a concerné beaucoup d'interviewés du marketing, de la communication, du social media. C'est assez impressionnant. Mais surtout un grand changement, puisque c'est la première année en effet où on interviewe les annonceurs et pas les influenceurs pour changer. Et ça faisait 5 ans qu'on allait à la rencontre des influenceurs et on voulait cette fois-ci comparer ce que eux disent avec ce que pensent les marketeurs. D'accord. Et donc en quelques mots, si tu devais résumer cette étude, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors on en tire pas mal de faits marquants si on doit en citer que quelques-uns. Le premier, c'est évidemment la croissance du marché de l'influence marketing, puisque aujourd'hui parmi les répondants, il y en a 74% qui ont déjà effectué une campagne d'influence marketing sur les 2 dernières années. Et puis quand on les interroge sur le futur, ils sont quasiment 80% à vouloir faire de l'influence marketing dans les 2 prochaines années. Donc ça montre bien la croissance du secteur. Oui, c'est exponentiel, c'est quelque chose qui est, je dirais, rentré dans les mœurs aujourd'hui. Est-ce que justement, parce que c'est rentré dans les mœurs, est-ce qu'il n'y a pas un début de bronca autour des influenceurs ? On a vu une vidéo là notamment circuler ces derniers temps qui était pas tellement à leur avantage, on va dire. Non, le fait qu'on voit des choses sur lesquelles les influenceurs sont pas à leur avantage, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce secteur qu'on essaye de combattre. Et d'ailleurs, c'était pour te dire l'idée d'origine de l'étude quand on a fait la première étude en 2017, c'était justement parce qu'il y avait beaucoup d'a priori sur les influenceurs et on voulait montrer que tous les influenceurs n'avaient pas des millions d'abonnés, qui gagnaient pas tous des millions d'euros et qui parlaient pas tous de mode et de beauté. Et donc en fait le fait qu'il y ait beaucoup d'a priori sur ce monde-là, c'est pas neuf.
Et si mes souvenirs sont bons, dans 2021, tu disais que seuls 6% des créateurs gagnent plus de 20 000 euros par an. Exact. Ça c'est une des plus grosses. C'est quand on regarde certains médias, et surtout les médias grand public, qui ne mettent la lumière que sur une petite communauté des influenceurs, on a l'impression que tous ceux qui vont se lancer sur YouTube ou Instagram vont gagner des millions d'euros. C'est pas du tout représentatif de la réalité. Voilà, donc pas de quoi aller à Dubaï. Pas de quoi aller à Dubaï. C'est marrant aussi, on ne parle parfois on a l'impression qu'on parle que de ça. T'as 150 000 influenceurs en France. On a utilisé notre techno pour voir. Il y en a moins de 500 qui sont des stars de la télé-réalité. Donc 500 sur 150 000. Et sur cela, il y en a une cinquantaine qui vivent à Dubaï. Donc, encore une fois, pas représentatif. On focalise toujours. C'est un peu le défaut de la presse. Même si on les aime beaucoup, c'est de toujours mettre en exergue les extrêmes. Exactement. Bien, c'est ce qui fait parler aussi. Alors, au-delà de toutes ces caricatures, finalement, l'influence est quelque chose de sérieux, et c'est quelque chose qui sert les marques également. Et là, puisque ce sont les annonceurs que vous avez interviewés, à la page 12 de votre étude, vous avez justement identifié les différents domaines d'application de l'influence. Alors, quels sont-ils ? Alors, en effet, comme tu l'évoques, l'influence marketing, c'est quelque chose qui sert les marques. C'est d'ailleurs ce qui ressort de cette étude. Aujourd'hui, les annonceurs utilisent beaucoup le marketing d'influence pour la notoriété. C'est un levier de création de notoriété. Ils sont plus de quasiment 90% à utiliser l'influence marketing dans un but de notoriété. Après, on va aussi travailler la préférence de marque, donc finalement le l'entonnoir de la conversion. Et puis il y en a quelques annonceurs, et ça je trouve ça intéressant, qui vont utiliser l'influence marketing dans des considérations RH, marque employeur, pour notamment recruter de nouveaux talents. Je vois de plus en plus de campagnes RSE par exemple, donc pour faire parler de sa marque, mais d'un point de vue corporate. Donc il y a des tendances aussi qui sont en train de se dégager là en 2022. Mais ça c'est un peu nouveau, l'influence RH, c'est un domaine intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve que l'influenceur c'est un super conseiller d'orientation. Rien de mieux qu'un influenceur pour aller essayer un métier, le faire découvrir à une communauté qui est présente sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir vivre une journée on a vu des campagnes où des influenceurs accompagnaient des chauffeurs routiers, on a fait une campagne pour les compagnons du devoir par exemple. C'est super d'utiliser les influenceurs pour faire découvrir des métiers manuels par exemple. Donc on y est, quand on avait discuté de ça l'année dernière, une chose m'avait frappé et marqué même, parce que je m'en souviens encore, c'est que ces influenceurs, quand on leur demandait comment ils se qualifiaient eux-mêmes, ils disaient nous on n'est pas des influenceurs, on est des créateurs de contenu. Et est-ce que les annonceurs aussi ont cette conscience de l'influenceur qui n'a pas forcément envie d'utiliser ce terme qui est un petit peu... et qui est une petite composante manipulatrice en fait, l'influenceur. Oui, une composante négative, ça revient à ce qu'on évoquait en début, parce que c'est très associé à ce que les médias mettent en lumière, donc le peu d'influenceurs qui sont pas hyper qualitatifs, qui n'apportent pas grand chose, parce que l'influenceur qui apporte à sa communauté, c'est celui qui crée du contenu original. Et donc la composante créateur de contenu, elle est extrêmement importante dans leur métier. Et les influenceurs, moi tu vois, j'ai le travers de toujours revenir à ce terme-là. Les influenceurs trouvent que ce terme, il explique pas assez bien ce qu'ils font. Parce que influencer, c'est un fait, ils influencent au bout d'un moment. Mais avant ça, ils créent du contenu. Et donc, quand on les interroge, ils sont plus de 2/3 à vouloir pas préférer être appelés créateurs de contenu. Ouais, alors ce que tu dis est d'ailleurs encore plus vrai dans le B2B, parce que là, le contenu, en plus, a une composante d'expertise professionnelle. Donc il y a quelque chose qui est très émotif pour nous. C'est clair, il y a une partie créateur, une partie diffuseur. Et le poids que ça prend, ça dépend énormément de la thématique, de l'industrie. Et c'est vrai que dans le B2B, la partie création, elle prend parfois plus le dessus que la partie diffusion du contenu.
D'ailleurs, dans le temps, on parlait des créatifs culturels. Je trouvais ça assez joli. Oui, c'est pas mal, pas mal. Bon, ça a malheureusement passé un peu de mode. Bon, alors on a vu à quoi ça sert, on a vu aussi les éléments émergents, et maintenant, il y a une autre page qui m'a interpellé, c'est l'influence comme un levier marketing efficace. Alors, je dirais... comme aurait dit Georges Marchais, l'influence marketing, un levier marketing efficace, c'est globalement positif, puisqu'on voit 40% de répondants qui répondent tout à fait. Oui. Bon, ça veut dire encore, il y a 45 qui répondent plus tôt, donc il y a encore un peu de progrès à faire dans ce domaine. Et quels sont tes conseils aux annonceurs, justement, pour être plus efficaces dans ces campagnes d'influence ? Alors le premier conseil, et c'est ce qui ressort de l'étude, c'est de donner aussi un petit peu de temps au levier. Le levier est nouveau, et quand on est un annonceur, la première fois qu'on fait de l'influence, ben forcément on fait des conneries, on apprend, on va peut-être pas choisir les bons influenceurs, on va peut-être les choisir trop vite, et ce dont les chiffres montrent que plus on a de l'ancienneté dans l'influence marketing, c'est-à-dire que ceux qui ont commencé il y a plus de 3 ans vont trouver l'influence marketing efficace à un plus haut pourcentage que ceux qui ont commencé il y a 1 an. Donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que quand on découvre un nouveau levier de marketing et de communication, il faut l'apprendre. Donc ça c'est le premier conseil qui ressort de l'étude. Et puis le deuxième, et c'est un peu le corollaire, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui il n'y a que 36% des annonceurs qui sont équipés d'une technologie d'influence marketing. Donc quand on se lance dans un nouveau levier, forcément il faut des outils, et le deuxième conseil, c'est de ne pas partir non plus à main nue quand on se lance dans le marketing d'influence, parce que c'est un métier de la data, et qu'il y a des outils aujourd'hui qui aident à récupérer énormément de données. Bon, là je crois déceler une séquence un peu promotionnelle. Eh ben oui, j'ai pas mis le hashtag placement de produit avant d'en parler, et, évidemment, puisque chez Rich on commercialise une techno d'influence, mais d'un autre côté c'est évident, il n'y a pas un secteur aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas sur lequel il n'y a pas d'outils pour être plus efficace, pour être plus héroïste, et donc je suis obligé de donner ce conseil. Et puis le troisième, là on est un peu en dehors de l'étude, mais moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que quand on veut être efficace dans le marketing d'influence, il faut prendre du temps pour choisir ses influenceurs. Encore, je l'ai dit au début, on a 150 000. Et donc si on choisit très vite, qu'on regarde pas ce que l'influenceur aime faire, comment il a l'habitude de s'exprimer à sa communauté, et puis ensuite on le brief, et on le brief peut-être sur une manière de travailler très différente de ce qu'il fait, bah finalement la collaboration elle va être compliquée. Il vaut mieux prendre du temps à analyser ce qu'il fait, se dire ok, c'est bien avec lui que j'ai envie de travailler, et puis ensuite on peut lui laisser beaucoup plus carte blanche dans sa manière de prendre la parole. Ouais. Oui, c'est une chose qu'on avait déjà évoquée la dernière fois, puisque ce qui énerve particulièrement les créateurs de contenu, puisque ce ne sont pas des influenceurs, c'est qu'on vienne leur demander de faire exactement l'inverse de ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai que c'est un peu irritant. Et je comprends, parce que quand ils reçoivent des mails, les intros des mails, c'est toujours on adore ce que vous faites, ouais. On a pris et puis d'un côté, et puis 2 jours après, une fois que le contrat est signé, on lui demande de faire quelque chose qui est l'opposé de ce qu'il a l'habitude de faire, et du ton qu'il a l'habitude d'employer auprès de sa communauté. Ouais, c'est parce qu'on leur envoie des mails automatisés, ça. Malheureusement, on a vu au tout début, c'était drôle, au tout début de l'influence, il y avait des mails où ils oubliaient de changer où ils oubliaient de modifier le prénom. Il y avait bonjour first name sur les emails, donc il y a eu cette étape là. Bon, il est temps de redécouvrir le contact humain, surtout en cette période où on apprend à nouveau à se voir. C'est plutôt heureux. Alors le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est à la page 18 de ta présentation. Ce sont les réseaux préférés de l'influence marketing. Alors là, vous avez comparé les préférences des annonceurs, les préférences des agences et les réseaux utilisés par les influenceurs, donc ça c'était en 2021. Alors la première chose, moi et là on est en grand public, donc c'est un petit peu plus vrai encore en B2B, c'est déjà la première chose que je vois, c'est que en tête, au-dessus de LinkedIn en tout cas, on voit les blogs qui sont encore là. Ils sont pas morts, les blogs. Non, le blog, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on entend que le blog est mort. Le blog n'est pas mort, toujours dans les 5 premières
premières places. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si tu regardes les chiffres, on voit que aujourd'hui les marques se tournent vers le blog plus que les influenceurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que le blog, il y a une certaine pérennité du contenu qu'on ne retrouve pas sur les autres réseaux et les marques apprécient le contenu pérenne. Oui, et puis surtout quand on publie quelque chose, il y a une longue traîne. Ça fait des visites pas seulement sur une journée, c'est pas seulement de la campagne, c'est du long terme. Puis il y a un aspect référencement aussi. Exactement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mettre en exergue. Et puis, je voulais également qu'on parle des réseaux sociaux qui montent. Parce que à chaque fois qu'on fait des études, on voit un gros décalage entre ce que font les marques et ce que font le public. Moi, encore une fois, on parle de grand public. Donc on parle de TikTok, on parle de Twitch, mais on parle aussi des podcasts. Ce sont les trois principaux. Alors peut-être déjà en intro, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau de l'influence aujourd'hui dans le B2C, c'est Instagram. Et là, pour le coup, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'il est privilégié par les marques, il est privilégié par les influenceurs. Mais c'est vrai qu'on voit des nouveaux réseaux arriver et dont certains qui arrivent fort, très fort, notamment TikTok. TikTok qui a une croissance incroyable, c'est-à-dire que quand on interroge les marques, c'est le premier réseau sur lequel ils ont envie de lancer une campagne d'influence marketing en 2022. Et quand on avait interrogé les influenceurs l'année dernière, c'était la même chose. C'est le réseau sur lequel ils avaient envie de s'inscrire sur les 12 prochains mois. Et donc, TikTok arrive fort. Maintenant, il y a encore un écart assez important entre Instagram et TikTok. Est-ce que TikTok va dépasser Instagram trop tôt pour le dire ? Je ne pense pas que ça se fera en 2022. Et donc, est-ce que TikTok va avoir la capacité d'innovation nécessaire pour tenir et dépasser en 2023 ou en 2024 ? Je pense que personne n'est à même de le dire aujourd'hui. Et puis tu parles de deux autres réseaux, le Twitch qui est un réseau quand même plutôt dédié au gaming mais qui est en train de se grand publiciser, si je puis dire. C'est l'effet Macron, ça ? C'est l'effet Macron, effet Samuel Etienne, effet beaucoup d'effets, mais c'est un format qui plaît bien, qui se rapproche finalement d'un format télévisuel de plus en plus, mais qui donne plein de clusters d'informations, donc les gens y trouvent leur compte. C'est comme s'il y avait, c'est une infinité de chaînes quoi sur Twitch, donc il y a beaucoup de diversité. Et puis le podcast qui est pas vraiment une chaîne d'ailleurs, c'est plutôt des chaînes, il y en a partout. Le podcast c'est des chaînes, et puis c'est un réseau qui est assez historique finalement, un format qui est assez historique mais qui revient à la mode et notamment dans le grand public aujourd'hui, dans le B2C. Absolument. Revenons à TikTok, c'est l'alpha et l'oméga de ce que veulent faire toutes les marques sur les médias sociaux, mais à chaque fois on voit il y a un décalage, il y a des difficultés de prendre d'adapter son langage de marque au code de ces nouvelles plateformes. C'est peu difficile. C'est un enjeu, et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux influenceurs. Si on va chercher les influenceurs, c'est que c'est le lien entre les codes des internautes présents sur la plateforme et le discours de marque. Et c'est en ça qu'il faut laisser quand même une liberté de mouvement à l'influenceur, parce que c'est lui qui sait ce qui va plaire à sa communauté et aux gens qui sont présents sur TikTok. Oui, et puis il y a un danger aussi, c'est que si les marques arrivent de façon trop massive et trop publicitaire, ça va finir par faire fuir tout le monde. Il y a ce qui est en train de se passer sur TikTok, c'est-à-dire que les marques sont en train d'arriver dessus, elles se posent aujourd'hui exactement la même question qu'elles se sont posées il y a 3 ans quand elles sont arrivées sur Instagram. C'est le réseau est super, il y a beaucoup de monde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier ? Et d'aller justement chercher des influenceurs pour parfois même faire du contenu en marque blanche, parce que les influenceurs seront très créatifs, et on peut utiliser cette créativité pour le compte des marques et pour venir remplir les réseaux de l'annonceur. Ensuite on voit Snapchat. En Snapchat, ça prend pas Snapchat. Non, Snapchat s'est fait dépasser, s'est fait croquer à la fois par Instagram, à la fois par TikTok, et je crois que de leur côté, la bataille semble un peu perdue. Donc les blogs sont toujours pas morts, mais par contre Snapchat va crever plus vite. Sur l'influence, j'entends, parce que en termes de format publicitaire, il y a des choses assez intéressantes sur Snapchat. D'accord.
Mais bon, c'est une plateforme un peu compliquée pour des professionnels aussi. Moi, j'ai toujours pas compris comment passer d'une page à une autre. Mais... En fait, Snapchat est en train de devenir, pour une certaine génération, plutôt un concurrent de WhatsApp. C'est-à-dire que c'est un réseau sur lequel on s'envoie plutôt des messages. C'est plus un réseau de discussion one-to-one qu'un réseau social. Alors, dans les grands perdants, on voit Facebook et on voit Twitter, c'est fini quoi. D'après toi, ce sont des médias sociaux qui vont disparaître ? Non, je pense pas que Facebook va disparaître parce qu'on y retrouve une cible qu'on a du mal à retrouver sur d'autres réseaux. Les plus de 80 ans ? Pas les plus de 80 ans, mais on y retrouve en effet la cible des... Alors après, on va retrouver une partie sur YouTube par exemple, ou sur les blogs. Le problème de Facebook, c'est qu'ils ont été assez durs dans leur algorithme. Ils ont dégradé au fur et à mesure le reach en donnant beaucoup moins aux influenceurs, les obligeant à aller vers du paid, obligeant les marques à aller vers du paid. Je crois qu'ils ont placé le curseur un peu trop fort entre l'organique et le sponsor, et donc ça a ouvert la place à d'autres réseaux. Bon, d'un autre côté, l'autre réseau qui en a profité, c'est Instagram, qui appartient au groupe. Ouais. Enfin, bon, donc Facebook, on voit, c'est pas la plateforme qui fait rêver les agences. 3% des agences qui envisagent de faire une... Donc on peut dire que c'est quasiment mort. Par contre, ce qui est très intéressant et surprenant, c'est Pinterest. Alors Pinterest, c'est la plateforme qui était un peu en mode furtif depuis des années, et puis elle est toujours là en fait. Toujours là et très actif. Nous on est assez proche des équipes Pinterest en France, puisque dans notre techno on est connecté à l'API de Pinterest, c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer de la data chez les Pinteresters, et on est le premier acteur français à avoir ce partenariat. Ce qui est très intéressant en termes de réseau sur Pinterest, c'est que les gens qui sont dessus, ils sont très loin dans leur intention d'achat. C'est-à-dire quand on fait des boards pour un voyage, pour décorer sa maison, c'est qu'on est à 2 clics d'acheter. Et ce qu'on va pas forcément retrouver par exemple sur TikTok, où là on va plus travailler la notoriété. Sur Pinterest, on est dans l'intention d'achat. Et puis alors il y a toujours l'ineffable YouTube, celui dont tout le monde parle. Mais alors j'ai vu, alors on ne me souvient plus très bien de la chaîne en question, parce que je suis pas un grand fan d'automobile. Enfin, c'est une chaîne dédiée à l'automobile, où il y avait 2 influenceurs qui expliquaient comment ils ramaient et comment ils avaient dépensé tout l'argent qu'ils avaient gagné en matériel et en investissement. C'est très difficile de monétiser sur YouTube. Alors, si monétiser avec la régie de YouTube, c'est-à-dire avec les pubs qui passent avant la vidéo, ça rapporte de moins en moins pour les influenceurs. Donc c'est vraiment les partenariats qui vont faire, les partenariats de gré à gré avec chaque annonceur qui vont être la majeure partie de leur rémunération. Ça paye quand même à taille de communauté égale, les rémunérations sur YouTube sont plus importantes. Ce qui est assez logique, puisque la création de contenu sur YouTube est quand même plus lourde. Il y a du matos, comme tu dis, c'est des vidéos qui sont longues. Mais les annonceurs aiment bien YouTube pour la pérennité des contenus. Je vais te donner un chiffre d'ailleurs qui est pas dans l'étude, mais qu'on a calculé chez Reach. Tu as aujourd'hui, sur toutes les vidéos en partenariat avec des influenceurs qui ont été postées sur YouTube, il y en a 50% qui ont doublé de vues 1 an après leur diffusion. C'est-à-dire que les vidéos continuent d'engranger des vues, et nous, au bout d'un moment, on fait un reporting, et puis quand on regarde 1 an après, il y a 2 fois plus de vues qu'au moment du reporting qu'on avait fait à l'annonceur. C'est ça que vont chercher les marques sur YouTube. Mais le ticket d'entrée pour un influenceur est quand même assez haut, parce que pour devenir influenceur sur YouTube, il faut y aller, quoi. Ouais, il faut y aller, c'est du taf, c'est le réseau, probablement, je pense, où les influenceurs travaillent le plus. C'est en effet c'est pas le réseau le plus facile pour se lancer. Peut-être pour ça d'ailleurs que le podcast marche si bien, c'est que ça demande moins de travail. Probablement un peu plus que sur Instagram par exemple. Oui, bien sûr. Ouais. Après sur TikTok, on a aussi des idées reçues, parce que c'est un réseau qui demande pas mal de maîtriser les effets, parce que les gens viennent rechercher justement ces contenus un peu magiques sur TikTok, et alors TikTok a beaucoup facilité les filtres, la création d'effets visuels, mais ça demande pas mal de travail et d'assimilation. Bon, il y a pas mal de recyclage quand même aussi dans TikTok, des réutilisations, ça fait partie du système d'ailleurs. Oui, et puis sur les autres réseaux, on vient souvent. TikTok a beaucoup grossi comme ça, c'est-à-dire que les gens allaient poster des contenus TikTok sur YouTube. Tu avais des vidéos de 10 minutes, c'était 10 minutes de contenu TikTok. Et c'est comme ça que beaucoup d'internautes ont découvert TikTok. Et puis alors il y a un petit dernier qu'on voit arriver
sur cette page. Alors je dois avouer, là je sais même pas ce que ça veut dire. Oui, alors Mapster. Ouais, Mapster, qui est un réseau de partage d'adresses. Nous, tu vois, on a chez Rich un Mapster des restos à côté du bureau. Donc voilà une des utilités quand il y a un nouveau qui arrive, il va sur la page Mapster de Rich et tous les salariés ont mis les restos préférés autour du bureau. Donc c'est un réseau de partage d'endroits. Un peu comme Foursquare, c'est un peu. Exactement. C'est le nouveau Foursquare. C'est le nouveau Foursquare. Et c'est les gens de Foursquare parce que non, c'est des Français. C'est des Français. Ouais, ça vient de chez nous. Et c'est un réseau qui est très très intéressant pour les acteurs du tourisme. On a fait une campagne pour la région Bretagne et en fait on a des influenceurs qui ont créé des cartes Mapster sur leurs endroits préférés en Bretagne. Donc c'est une très bonne utilisation du réseau social. C'est intéressant. Alors, surtout si c'est là en Bretagne. Alors, il y a un truc qui est vraiment étonnant sur ces nouveaux réseaux sociaux. C'est Instagram qui est au fond de la pile avec 2%. Alors, c'est quoi ? Ils aiment plus ? Non, mais c'est que là on est sur les réseaux montants, c'est-à-dire là où il y a les influenceurs qui n'étaient pas inscrits, qui veulent s'inscrire, ou les marques qui ne faisaient pas de campagne, qui veulent en faire. Et comme Instagram est déjà le grand leader, forcément ils se retrouvent en fin de ce classement. D'accord, ok, donc parfait. Donc pour conclure, quelles sont les tendances que tu vois arriver dans les années qui viennent ? On parle beaucoup de menaces sur les médias sociaux en ce moment, peut-être même un petit peu moins maintenant, mais certainement les années qui ont précédé, beaucoup de menaces autour de positions dominantes. Alors, tu vois ça évoluer comment ? Je pense que dans la vie de l'influence marketing, il va y avoir des réseaux qui grossissent, d'autres où il y a de moins en moins d'influenceurs. Il y a des nouveaux réseaux qui vont se créer, il y en a qui vont disparaître, un peu comme Snapchat dans l'influence. Ça, j'ai envie de dire, c'est la vie de l'influence marketing. En tendance, dans les grosses tendances, il y en a une qui arrive des États-Unis et qui arrive aussi très très fort, c'est l'amplification. L'amplification, c'est venir mettre du budget payant directement sur les contenus d'influenceurs plutôt que de le faire sur ses propres contenus de marque. C'est d'aller acheter de l'ADS sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok sur des contenus qui ont été postés par des influenceurs. D'accord. Parce qu'en fait le contenu comme il est plus naturel, il va mieux fonctionner qu'un contenu entièrement publicitaire. Et mathématiquement, pourquoi les marques font ça ? C'est assez malin. C'est comme il y a un coût de création de contenu quand on travaille avec un influenceur, si on donne plus de visibilité à ce contenu, on vient écraser le coût de création de contenu. Vu que le contenu va avoir plus de visibilité, on ferait une connerie que de créer un spot publicitaire pour le diffuser qu'une fois. C'est un petit peu la même chose dans l'influence marketing. On a des super contenus qui marchent bien, autant les montrer à plus de monde. Et l'amplification, c'est en très très forte croissance. Aux États-Unis, pour te donner une idée, il n'y a pas une campagne qui sort sans amplification, et ils sont sur des jauges 100%. C'est-à-dire que quand ils dépensent 20 000 euros en influence marketing, ils mettent 20 000 euros derrière en budget paye sur les contenus produits par les influenceurs. Mais quelque part, c'est pas un peu un aveu aussi, je vais pas dire d'échec, mais enfin ça traduit le fait que ces algorithmes nous ont complètement étranglés aussi. Il y a un peu une obligation à payer de la publicité maintenant. Oui, mais d'un autre côté, les réseaux sociaux ne gagnent rien à l'influence marketing, et c'est aussi faire converger les intérêts de tout le monde. Et puis de toute manière, ce budget publicitaire, il aurait été mis quoi qu'il arrive sur des contenus, et plutôt que de le mettre sur ces contenus corporate qui marchent pas très très bien, qui sont pas très sexy, on le met sur des contenus qui sont faits avec des influenceurs dont on a déjà des premiers résultats. Bon, ce qu'on peut en conclure, c'est que la création de contenu, ça n'est plus un gadget, c'est quelque chose qui devient vraiment sérieux en marketing et qui même devient un des outils principaux du marketing. C'est une conclusion qui me va bien. Voilà, très bien. Et alors moi, le dernier mot pour clore cet entretien, c'est pourquoi ne parle-t-on jamais de B2B ? C'est quand même les 2/3 de l'économie, et ça passe, on le voit d'ailleurs maintenant arriver en e-commerce, puisque le e-commerce est déjà largement drivé par le business to business, et on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que
Aujourd'hui, le grand public parle beaucoup d'influenceurs, les médias traditionnels parlent beaucoup d'influenceurs parce que c'est aussi une tendance de société. Et cette tendance de société, on la voit plus dans la mode, la beauté, le voyage. Maintenant, entre marketeurs, entre communicants, évidemment qu'on évoque l'influence B2B, les marques n'y sont pas rentrées aussi vite et aussi fort que sur les autres industries. Maintenant, on voit de plus en plus de campagnes sur LinkedIn, il y a des belles campagnes sur Twitter, mais c'est vrai que de la même manière qu'on ne parle que des influenceurs de la télé-réalité alors qu'ils sont pas du tout représentatifs, c'est vrai qu'on parle un peu moins du B2B, pour autant il s'y passe des choses. Donc voilà une marge de progression pour Reach, et puis peut-être qu'un jour avec Visionary Marketing on montrera le baromètre de l'influence en B2B. Voilà, merci Guillaume et à l'année prochaine. Merci Yann. Surtout n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.